Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Alors que la politique du gouvernement donne l'impression de pencher à droite, des députés macronistes, essentiellement venus du Parti socialiste, cherchent à peser en interne pour porter une voix plus sociale au sein de la majorité. Alors la politique du gouvernement d'Édouard Philippe penche-t-elle véritablement à droite? La majorité d'Emmanuel Macron peut-elle marcher sur ses deux jambes, la droite et la gauche? Y a-t-il des mesures qualifiées de gauche dans les projets du gouvernement pour 2018? La gauche socialiste aurait-elle fait une autre politique et laquelle? On en débat ce matin avec mes invités. Cécile Untermaier, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Nouvelle Gauche de Saône-et-Loire. Alors Nouvelle Gauche, c'est le groupe du Parti Socialiste à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Éric Alauzet, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche du Doubs. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation en direct ce dimanche matin. Vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr commenter cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag DimpolBFC comme Dimanche en politique Bourgogne-Franche-Comté. Alors Éric Alauzet, c'est à vous que je pose la première question. Vous, l'écologiste, ancien membre d'Europe Écologie Les Verts, donc plutôt classé à gauche, théoriquement, même si vous me direz très vite que l'écologie, c'est pas seulement de gauche. Quel regard est-ce que vous portez sur ces deux jambes de la majorité? Est-ce que, honnêtement, et sans langue de bois, vous ne pensez pas qu'il y en a une qui est un petit peu plus musclée que l'autre? Ce qui arrive dans le corps humain aussi, docteur, j'allais dire. C'est le monde, c'est la planète qui vire à droite et la communauté internationale et vers le libéralisme. C'est une tendance lourde depuis les années Thatcher-Reagan, 30-40 ans, donc c'est difficile de résister à ce mouvement. Il faudra regarder mesure par mesure, parce que je pense que les Français, ils n'ont pas trop envie de savoir si c'est droite ou de gauche, ils ont envie de savoir quel impact concret ça a sur leur vie. Mais votre question est extrêmement pertinente, parce que ce débat, il reste tout à fait légitime. Que je simplifie en disant à la tension entre l'individu, que la droite traite plutôt, et le collectif, que la gauche traite plutôt de son côté. Et c'est un équilibre permanent entre les deux, et vous avez raison de le dire, qui va de plus en plus vers l'individu, vers cette liberté absolue qui devrait tout régir, et l'économie en particulier. Vous ne me répondez pas comme beaucoup de membres de la majorité. C'est un débat ancien monde. Maintenant, c'est le nouveau monde. La droite et la gauche, ça n'existe plus. Non, pas du tout. Il y a différentes façons de voir la droite et la gauche. Il y a la question de l'Europe, par exemple, qui pourrait fracturer la droite et la gauche. Mais c'est principalement, je dis, cette évolution du monde qu'il faut essayer de contrecarrer. Le discours du président de la République à Davos est extrêmement éclairant de ce point de vue-là. Il dit, en gros, en France, on est dans la compétition mondiale et il faut peu ou prou s'y adapter. Mais mondialement, au niveau de l'Europe en particulier, il faut essayer de maîtriser, de contrôler cette dérive libérale. Sinon, on va perdre toutes nos valeurs et les inégalités vont croître. C'est cette tension permanente qu'il faut essayer de régler. Après, il faut regarder les mesures concrètes. Alors, on va en venir aux mesures concrètes. Cécile Untermaier, vous, quel est votre regard sur cette majorité d'Emmanuel Macron que vous côtoyez presque quotidiennement à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'elle est plus de gauche, plus de droite? Comment vous la regardez? Écoutez, cette majorité doit... ce qui est assez symptomatique, c'est qu'on sent des députés qui doivent tout, en fait, qui doivent leur élection à Emmanuel Macron et qui, de ce fait, sont bien sûr dans la main d'un exécutif qui fait peser sa vision et sa démarche. Très manifestement, moi je pense sans tabou, parce qu'il y a des tabous à gauche, il y a des tabous à droite. Manifestement, la politique qui est menée est une politique sur la jambe de droite. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voté le budget 2018, parce qu'il ne correspondait pas, nous semble-t-il, à l'ardente nécessité que nous avons de réduire les inégalités, de repenser la question du service public, et les désordres sociaux que nous avons constatés dernièrement, hélas, semblent nous donner raison. Alors on va y venir évidemment, mais est-ce qu'il y a des mesures du gouvernement de l'homme de droite, Édouard Philippe, qui trouvent, grâce à vos yeux, aux yeux du Parti socialiste, depuis ces premiers mois de la législature? Est-ce que vous en voyez depuis le mois de juin? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez votées ou que vous avez votées qui vous semblent pertinentes? Oui, bien sûr. Moi, j'ai voté, et mon groupe aussi, nous avons voté la loi sur la confiance. C'était une loi indispensable. Ce n'est pas une loi révolutionnaire, parce que nous avions déjà avancé dans cette direction, mais il y avait un besoin de clarification. Je parle notamment des indemnités des parlementaires qui sont maintenant sous contrôle, mais qui n'ont pas d'ailleurs diminué, et c'est très bien. Je pense à la réserve parlementaire qui avait, à mon sens, un clientélisme si nous ne prenions pas, nous, la peine de mettre en place des jurys citoyens. Donc cette loi
sur la confiance, j'en étais d'ailleurs responsable pour mon groupe, nous l'avons voté sans hésitation, même si nous considérons que les associations sont les grandes perdantes de ce dispositif. Nous avons voté dernièrement le droit à l'erreur. Parce qu'effectivement, dans l'administration, on parlera sans doute des services publics, il nous faut nous innover, nous rénover, revoir le logiciel du service public. Mais certainement pas. Mais par le droit à l'erreur, nous l'avons voté. Le budget, nous ne l'avons pas voté. Vous le savez sans doute pourquoi. C'est d'abord la suppression de l'impôt sur la fortune, parce que nous considérons qu'il y avait, par cet impôt qui représente quand même 5 milliards, le moyen d'aller au soutien de services qui sont en souffrance. Je pense aux prisons, je pense aux EHPAD, je pense aux hôpitaux et à la nécessaire importance à donner à l'éducation. Mais justement, vous parlez d'éducation, la limitation du nombre d'élèves par classe dans les secteurs difficiles ou la fin de la taxe d'habitation, ce sont des choses qui pourraient sembler plus de gauche, non ? Moi, je souscris à l'idée de la suppression de la taxe d'habitation. Je pense et je trouve qu'un pas a été fait, sans doute sous notre impulsion, c'est de dire que cette taxe d'habitation, puisque c'est un impôt injuste, supprimons-le pour tout le monde, y compris pour les 20% qui doivent encore la payer et qui se retrouveraient dans une situation un peu particulière au sein d'une collectivité. Alors, je vous propose de parler dans un instant seulement de la fiscalité, Erika Lozet, mais ce mercredi, l'actualité, c'est que le gouvernement a présenté un projet de loi censé mettre fin à la guerre des prix entre distributeurs et redonner un peu d'air à nos agriculteurs français. Ça passe notamment, vous le savez, par la fin des promotions qualifiées d'excessives par le gouvernement. Alors bon pour les agriculteurs, mais pas forcément pour le portefeuille des Français, non, Erika Lozet ? Est-ce que là, on est dans la mesure de gauche ou pas ? L'idée, c'est que ce soit neutre pour les Français. Mais les prix ont beaucoup augmenté depuis 30 ans pour les consommateurs et les agriculteurs n'en ont quasiment rien récupéré. C'est sur l'ensemble des intermédiaires, de la grande distribution, il faut le dire, qui a récupéré l'ensemble des marges. Donc l'idée, là, c'est de répartir la valeur entre les paysans et les intermédiaires, de façon à ce que ce soit neutre pour les habitants. Est-ce qu'on va y arriver ou pas ? L'idée, c'est de prendre en compte dans le prix, dans la formation des prix, le coût de production des agriculteurs. Alors, vous avez ceux qui vont pas trop mal, qui sont sur des niches, des AOC, oui, on pense au comté, évidemment, des filières, de la distribution directe, et puis il y a ceux qui sont sur les marchés mondiaux. Et ceux-là, il faut les aider, d'une part, à muter quand ils le peuvent, à se dégager de la mondialisation, et pour ceux qui resteront dans la mondialisation et qui n'ont pas le choix, effectivement, à ce que la répartition de la valeur entre le producteur, le paysan et les distributeurs soit plus favorable aux paysans. Mais je pense aux familles qui nous regardent, à ceux qui achètent un produit et ont un autre offert. On le voit beaucoup dans nos magasins. Ça, le gouvernement n'en veut plus, y compris quand ce n'est pas des produits d'agriculteurs français. Allez, je vais prendre un exemple. Ma capsule de café, qui n'a rien à voir avec le producteur français, qui par ailleurs n'a souvent rien à voir avec une entreprise française. C'est plutôt du côté de la Suisse, souvent que ça se passe. Quand j'achète une boîte achetée, une boîte offerte dans mon supermarché, eh bien, je fais des économies quand même. C'est très net. Est-ce que ça ne va pas impacter le pouvoir d'achat des Français ? Oui, mais et ensuite, j'entendrai cette question. Il faut quand même que la question de l'alimentation devienne un enjeu national et une priorité. Vous savez que la part de l'alimentation dans notre dépense s'est réduite. Et ça, il faut que vraiment on apprenne à retrouver la qualité. Et si on retrouve la qualité, c'est pour notre santé, c'est pour l'environnement, c'est pour les paysans. Donc il y a des questions d'équilibre de pouvoir d'achat à retrouver, bien évidemment. Mais il faut qu'on parle des mesures de pouvoir d'achat, parce que c'est là que ça se joue principalement. Alors on va y venir, évidemment. Cécile Untermaier, ce projet de loi alimentation, comment vous l'analysez, vous ? Alors, il a été déposé le 31 janvier en Conseil des ministres. Je pense que c'est une loi qui s'inscrit, bien sûr, dans les états généraux bien nommés de l'alimentation, auquel, quand même, Nicolas Hulot n'a pas souhaité manifester son intérêt et son adhésion, parce qu'on était en deçà de la démarche que nous voulions avoir. Je pense que les écologistes sont derrière nous à ce sujet. La loi va dans le bon sens. Ce que vous avez dit, moi je suis complètement d'accord. Il faut effectivement le 10% de seuil de revente, la limitation de la promotion, c'est tout à fait essentiel. Et je pense que nous allons souscrire sur ce point. En revanche, il y a une question. Et je pense qu'on pourrait, nous, l'Assemblée, si nous sommes vraiment une Assemblée, discuter de cela. La question, c'est les grandes surfaces, la grande distribution. Moi, je ne fais pas confiance à la grande distribution. Je ne pense pas qu'on arrivera à la réguler au point qu'elle satisfasse aux exigences légitimes du paysan qui veut, bien sûr, vivre de sa production. Et c'est là où je considère qu'il nous faudrait mettre le citoyen dans la boucle, c'est-à-dire imaginer une traçabilité sur la transparence des marges
et sur le coût auquel on a acheté le produit qui a été fabriqué. Cela, ça fait depuis 2012 que je tente de poser cette question et je tends la main à mon collègue pour que nous puissions ensemble réfléchir à cela. Mais moi, des fois, j'ai l'impression que vous ne faites pas les courses dans les mêmes magasins que moi. Est-ce qu'il va y avoir un impact sur le portefeuille des ménages, non? Bien sûr qu'il y aura un impact sur le portefeuille des ménages, mais il faut là aussi avoir de la pédagogie. Peut-être faut-il acheter moins, acheter mieux. Et l'enjeu d'une qualité d'alimentation saine nous renvoie à une agriculture saine, biologique, et il est, à mon sens, tout à fait essentiel d'aller dans cette voie. Et j'insiste sur l'idée du prix citoyen. Remettons le citoyen comme arbitre en face de ses responsabilités de consommateur. Et arbitre entre une grande distribution qui détruit une agriculture et qui donc touche à son porte-monnaie de citoyen qui paye ses impôts, et des producteurs qui ont besoin de nous parce que nous aimons les agriculteurs qui produisent des produits de qualité. Bon, Éric Alauzet, on a bien senti la petite pique sur Nicolas Hulot qui n'a pas vraiment apprécié ces états généraux de l'alimentation, on peut le dire comme ça. Vous, l'écologiste, qu'est-ce que vous dites? C'était pas totalement abouti au niveau de ce moment-là et du rendu compte du travail qui avait été fait, mais le travail se poursuit. On en a discuté avec Nicolas Hulot la semaine dernière. Les choses vont avancer et à certains moments, il faut affirmer sa volonté, il faut affirmer son identité. Il l'a fait à ce moment-là et ça va lui permettre d'avancer. Vous entendez la main tendue aussi oui, mais bien sûr, mais il y a plein de sujets sur lesquels on se retrouve, bien entendu. Alors on va passer sur les sujets qui fâchent, peut-être plus directement, parce que dans l'actualité de ces derniers jours, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, a évoqué ce jeudi l'idée d'un plan de départ volontaire pour les fonctionnaires qui souhaiteraient partir en raison notamment de la réforme de l'État qui s'engagera dans les prochaines années. Une forme de guichet au départ, ce serait une première dans la fonction publique. Est-ce que vous êtes à l'aise, Éric Alauzet, avec cette idée qu'il faut moins de fonctionnaires, avec cette idée qu'on met un guichet de départ dans la fonction publique? Vous, allez, l'écologiste de gauche, on va dire, pour moi, j'ai été bousculé sur beaucoup de sujets. Et on en reparlera, et c'est pas fortune. Est-ce que, comme vous faites comme Nicolas Hulot, est-ce que vous avalez beaucoup de couleuvres et beaucoup de chapeaux? Mais c'est en permanence des débats. Je pense que cette période-là, elle est extrêmement bénéfique parce qu'elle donne une respiration à la vie démocratique. Les partis politiques, c'est bien, ça construit des politiques cohérentes, mais en même temps, ça enferme. Et là, cette période, elle ouvre les fenêtres. Enfin, une bouffée d'oxygène. Et moi-même, j'ai été obligé de m'interroger sur un certain nombre de sujets. On aura peut-être le temps d'en parler. Celui que vous évoquez à l'instant, de la suppression du nombre de fonctionnaires, ceci dit, ça a été largement évoqué pendant la campagne. C'était autour de 100 000 pour Emmanuel Macron. C'était, vous vous souvenez, 500 000 pour François Fillon. Vous demandez la différence entre la droite et la gauche. Ils se sont assagis un peu à 300 000. Mais quand même, il y a une sacrée différence. Donc, le monde évolue. La fonction publique va évoluer aussi. C'est inévitable. Là, c'est le début du débat pour l'instant. Donc, je ne vais pas me prononcer sur les effets d'annonce qui ont été faits. On verra. On va travailler. On verra quels c'est les effets d'annonce de votre gouvernement. Donc, bien sûr. Ça a un impact. A priori, c'est les effets d'annonce du gouvernement de la France. Donc, ça va avoir un impact. L'idée qu'on allait réduire de 100 000 le nombre de fonctionnaires sur 5 millions, ce n'est pas nouveau. Voilà, on le savait. On savait qu'il y aurait une diminution du nombre de fonctionnaires. Du coup, ça ne vous surprend pas, Cécile Untermaier? Non, c'est attendu. Et je pense qu'Emmanuel Macron a bien l'intention de faire ce qu'il a dit. Et en ce sens, moi, je comprends qu'il ait cette démarche. Ceci dit, nous, on a toujours manifesté notre volonté de maintenir ce niveau de fonctionnaires actuellement. Non pas par souci de corporatisme, mais parce qu'on sait bien que les services publics ne sont plus au niveau de ce qu'attendent les citoyens. Moi, je suis ravie d'être ici, dans un service public de l'audiovisuel. Je me sens bien dans votre maison parce que je sais que c'est un service public de l'audiovisuel dans lequel on a étudié la déontologie, dans lequel on a étudié le problème des conflits d'intérêts. Donc, il ne s'agit pas de mettre sur un piédestal la fonction publique. Je suis d'accord avec mon collègue qu'il faut revisiter sans tabou la fonction publique, mais je pense que l'annonce faite par ces deux ministres de droite est une annonce violente au regard quand même de l'inquiétude actuelle des fonctionnaires qui n'ont pas vu, qui ont une baisse de pouvoir d'achat et qui est violente par rapport à cette difficulté d'être dans des EHPAD, des hôpitaux. Et donc je pense qu'on peut... Le départ volontaire est important. Et je pense qu'il faut qu'on mette du temps sur cette question parce qu'elle est importante. Pourquoi pas le départ volontaire? Mais le départ volontaire... Il faut que ça soit vraiment volontaire. Il faut d'abord que ce soit vraiment volontaire. Si c'est pour le faire partir, pour mettre un contractuel privé qui sera dans la main de l'employeur,
Parce que c'est ça aussi la fonction publique. Ça existe déjà dans la fonction publique. Oui, ça existe déjà. Mais avec des contrats de 3 ans renouvelables. Voilà, mais là, ça sera autre chose, je pense. Donc il faut qu'on réfléchisse à ça. Mais je suis bien persuadée qu'à l'Assemblée nationale, nous réfléchirons quand même à cette loi sur la déontologie des fonctionnaires que nous avons votée ensemble en avril 2016. On va laisser répondre Eric Alauzet. Il y a déjà 20% à peu près de contractuels dans l'ensemble des fonctions publiques. Donc ça existe déjà. Je ne sais pas si à la fin du mandat, il y en aura 22, 23, peut-être, j'en sais rien. La baisse de la dépense publique, Cécile, on a fait beaucoup au mandat précédent, plus de 30 milliards d'euros. On a baissé le nombre de fonctionnaires. Donc c'est un mouvement de fond et partout en Europe. Mais les idées de gauche qui auraient pu surgir, c'est dégeler le point d'indice des fonctionnaires, c'est embaucher des policiers, des soignants, des gens dans les EHPAD, non? Les policiers, on les a renforcés, et les gendarmes, on les a renforcés à peu près à hauteur de 10 000 dans le mandat précédent. C'est pas là que vous allez faire partir des fonctionnaires. Alors que ça avait été baissé à l'époque de Nicolas Sarkozy. Et il est prévu encore de les augmenter dans ce mandat-là, de 1000 par an. Et aussi pour les prisons. Donc de quels fonctionnaires on parle, d'après vous? Mais il y a eu beaucoup de fonctionnaires dans les fonctions, on va dire, de support. Tout ce qui est informatique, secrétariat, administration, gestion, intendance, etc. Voilà, donc la baisse de la dépense publique, elle est en route. Et pour autant, il y avait aussi, l'ISF existait, pour autant on n'a pas réglé les problèmes des EHPAD, on n'a pas réglé les problèmes des hôpitaux, on n'a pas réglé les problèmes des retraites. Donc n'essayons pas de faire croire qu'avec 3,5 milliards d'euros, on aurait réglé les problèmes, puisqu'on ne les a pas réglés quand il y avait l'ISF. Donc ce n'est pas la suppression de l'ISF qui va permettre de les régler. Mais voilà, il faut qu'on parle des mesures de pouvoir d'achat. Parce qu'il y a des mesures, puisque la question c'est droite-gauche. La taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation est une mesure, s'il faut se classer droite-gauche, que j'ai qualifié de gauche. Pour la raison très simple qu'elle s'adresse à la classe moyenne. Qu'elle s'adresse à la classe moyenne entre le 4e et le 8e lycée. Et les plus aisés continuent à la payer. Voilà, et la suppression de l'ISF, c'est une mesure de droite. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais je vous explique. L'augmentation de la CSG et la baisse des cotisations sociales salariales, c'est une mesure de gauche. Vous prenez les deux en même temps. Les deux en même temps. L'augmentation de la CSG, par exemple, les fonctionnaires et les retraités. Prenons chaque catégorie. Prenons chaque catégorie. Pour les salariés, c'est une augmentation de pouvoir d'achat net. Pour les fonctionnaires, c'est étal. Mais les fonctionnaires qui ont des faibles revenus vont avoir la prime pour l'activité. Et à la fin du mois, et la baisse de la taxe d'habitation aussi. Et les retraités qui gagnent 1 500 € par mois de retraite. Vous allez trop vite. Si on n'a pas le temps de dire, les gens ne comprendront pas. Mais pour les salariés du public, salariés au SMIC ou un peu plus qu'1,3 SMIC, cette année, à la fin de l'année, il aura 40 € par mois en plus. Et à la fin du mandat, 110 € par mois. Ça, je pense que Cécile Untermaier est d'accord. Voilà. Les gens aient plus de pouvoir d'achat. Des mesures de gauche. Et en plus, c'est une nouvelle façon de financer la sécurité sociale, plus universelle, par la CSG, par l'impôt. Et les revenus du capital, ça, c'est de gauche. Les revenus du capital financent la protection sociale. Quant à l'ISF, c'est un effondrement de nos entreprises et de nos entreprises de taille intermédiaire. Ceux qui détenaient le capital, les familles notamment, se sont vendus, sont allés placer leur argent à l'étranger. Et on a 3 fois moins de TI que les Allemands. On n'a plus de robots en France. C'est une vraie catastrophe pour notre économie, avec une balance commerciale. Cécile Untermaier doit vouloir réagir parce qu'on a bien entendu là le discours du gouvernement et de la République en marche que vous faites vôtre. C'est logique, oui. Mais bon, sur l'impôt sur la fortune, moi j'ai pas envie de faire cette bataille de chiffres. Bon, voilà, on en est. C'est vrai qu'hier j'avais un conseil citoyen. Quelqu'un qui gagne le SMIC m'a dit c'est bien, dans ma feuille de paye je gagne 7 € de plus par mois. Et je suis content de cela. Mais c'est vrai aussi que je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que l'impôt sur la fortune avait fait 48 000 € d'économie à notre ministre du Travail, qui s'empresse de dire ensuite, mais attendez, je vais le placer. Ne vous inquiétez pas, il ira alimenter l'action économique. Tout ça n'est pas très, très sérieux, me semble-t-il. Mais je ne veux pas discuter sur cela. Je suis d'accord pour la taxe d'habitation. Je suis d'accord pour une CSG, mais pas sur un niveau de seuil de 1 200 € pour les retraités. Je pense, par ailleurs, je voudrais revenir quand même sur la question de la fonction publique. Oui. Parce que je ne voudrais pas qu'on considère que nous sommes dans une défense du corporatisme et qu'on ne veut rien changer. Je crois qu'au contraire, nous avons montré notre volonté d'aller en qualité dans la fonction publique. Et il faut revisiter cette question de la fonction publique, je suis d'accord, mais pas par une annonce comme celle-ci, qui est une annonce anxiogène et qui emprunte du goût du dégagisme, quoi. On vous a entendu, si vous n'êtes pas content de ce que vous voulez, ben écoutez, la porte vous est ouverte et puis on vous fera un chèque en partant. Moi, je crois qu'il y a des vraies questions qui se posent dans la fonction publique. Et notamment, nous devons, et je pense qu'Emmanuel Macron est en capacité de le faire, c'est de revisiter la haute administration. Parce qu'on ne parle pas beaucoup de la haute administration et de sa capacité à partir
dans le privé, à revenir ensuite, c'est ce qu'on appelle le pantouflage, avec le problème des réseaux d'intérêt et le problème du chèque important que l'on a à l'entrée et à la sortie. Donc moi, je suis favorable. Est-ce que ça va concerner aussi les hauts fonctionnaires du Parlement, par exemple? On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. C'est une vraie question. C'est une vraie question, une question d'ouverture. Ce que je veux dire quand même, c'est que la fonction publique, elle doit être visitée. Moi, je suis complètement d'accord. Mais attention, ne considérons pas que la numérisation, la digitalisation va régler tous les problèmes. Parce que je reçois, et sans doute toi aussi, à ma permanence, nombre de gens qui me disent « j'essaye d'aller sur le dispositif, ça ne marche pas, je vais à la sous-préfecture, je rencontre un service civique qui, bien évidemment, me dit ce qu'il peut me dire, mais ne résout pas le problème. » Et résultat, on vient me voir en me disant « est-ce que tu peux faire une question écrite ?» en disant que la numérisation, c'est pas... Il faut des gens à côté. Si on veut réussir, et moi je souscris à cela, la numérisation, il faut qu'on maintienne un moment encore les agents qui sont derrière. Éric Alauzet, répondez à ça en un mot et puis on va passer à un autre sujet qui fait débat. Non, mais écoutez, on est passé très très vite tout à l'heure sur le pouvoir d'achat. Et on a parlé des retraités. Moi, je veux vraiment y revenir. Parce que les retraités, si ça avait été la droite au pouvoir, on avait non pas la baisse de la taxe d'habitation, qui est pour la classe moyenne, mais une baisse d'impôt sur le revenu, qui aurait profité aux plus aisés. On n'aurait pas eu la baisse des cotisations salariales, mais on aurait eu l'augmentation de la CSG. À la place de l'augmentation de la CSG, il y avait l'augmentation de la TVA, qui ne préservait pas, y compris les petits retraités. Puisque là, jusqu'à 1 400 € pour un retraité seul, 2 200 € pour un couple, il n'y a pas d'augmentation de la CSG. Et comme il y aura une baisse de taxe d'habitation, en dessous de 2 500 €, il n'y aura pas de perte pour une personne seule, 3 950 € pour un couple. Voilà les différences entre la droite et la gauche sur ces mesures-là très concrètes. Je ne vais pas encore parler de pouvoir d'achat. Par contre, il y a un autre sujet, dans l'actualité malheureuse cette semaine. Une vingtaine de migrants ont été blessés jeudi dans de violentes rixes entre Érythréens et Afghans à Calais. Plusieurs ont été touchés par balles. Et justement, il y a un projet de loi sur l'immigration qui fait partie des chantiers 2018. Il est porté par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui ne fait pas d'ailleurs l'unanimité, ce projet de loi, au sein de la majorité, et qui fait même polémique auprès des associations, des représentants religieux. Et puis il y a bien sûr la fameuse circulaire de Gérard Collomb autour de l'accueil, inconditionnel ou pas, dans les centres de sans-abri. Alors Éric Alauzet, là on est clairement dans un homme de gauche qui pratique une politique qui pourrait s'approcher de celle qu'on a connue avec Nicolas Sarkozy, par exemple. Là encore, on ne raisonne pas en 2017, 2018, comme on raisonnait en 2000. Vous avez vous-même évolué sur ces questions-là, par exemple? Oui, j'ai évolué. Je pense qu'il faut être... En 2000, il y a les conflits syriens, les conflits en Afrique, qui fait qu'il y a des mouvements sur la planète, avec le réchauffement climatique en plus, qui sont beaucoup plus importants. Donc ça, il faut l'intégrer. Et c'est vrai qu'alors, il y a deux sujets qui sont assez faciles et un sujet au milieu qui est compliqué. Les deux sujets faciles, c'est les personnes qui viennent de pays où il y a des guerres, où il y a des risques pour leur vie. L'asile est renforcé et ces personnes seront mieux accompagnées. C'est la Syrie, c'est l'Afghanistan, c'est la Libye, c'est l'Érythrée, etc. Il y a les pays où ça se passe, l'économie n'est pas florissante, mais il n'y a pas de guerre, où les gens sont pas en danger. Donc il ne faut pas partir leur liberté est préservée. Du secteur droit d'asile. Ces personnes-là viennent, et on peut le comprendre, pour avoir une meilleure vie. Mais il n'empêche qu'il faut les inciter à reconstruire leur pays, d'abord, avant tout. Et si les politiques de développement n'avaient pas été aussi indigentes depuis des décennies, peut-être que ces pays-là se seraient mieux développés et les gens pourraient rester chez eux. Donc il faut renforcer les politiques de développement. Et puis il y a une catégorie un peu compliquée. C'est les personnes qui sont là depuis plusieurs années en France. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que les recours ont été extrêmement longs. Et les familles se sont installées, ils ont eu des enfants, des réseaux de solidarité se sont créés autour d'elles. Et là, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Moi, j'ai accompagné plus de 150 personnes depuis 4 ans. C'est du cas par cas, on ne peut pas généraliser. C'est pour moi les cas les plus difficiles. Assez court, parce qu'on arrive bientôt au terme de l'émission déjà. Sur cette question des migrants, est-ce que vous reconnaissez l'homme de gauche qu'a été Gérard Collomb? Écoutez, je n'ai pas envie d'aller dans les étiquettes gauche-droite. Je crois que là, on a... C'est le thème de l'émission, un tout petit peu. Oui, mais bien sûr. Non, mais je veux dire, sur l'asile et l'immigration, c'est un problème tellement complexe que l'on ne peut pas dire on a une politique de gauche ou on a une politique de droite. Je pense qu'on doit tous avoir une politique humaine et digne pour les gens qui viennent sur nos territoires. Quel que soit leur statut, ou est-ce qu'il faut faire des différences, comme le dit Gérard Collomb? Quel que soit leur statut, l'accueil est indifférencié. Là-dessus, c'est ce qui a fait que la circulaire Collomb a été très mal vécue. Et je pense qu'on a raison.
et je trouve que c'est un espoir qu'on donne à nos valeurs, c'est qu'on n'admet pas... L'accueil dans les centres d'hébergement pour sans-abri. Bien sûr. On parle de cette circulaire. On les accueille sans se préoccuper de savoir s'ils ont droit à... Oui, parce qu'il faut les mettre à l'abri, vous dites. Il faut les mettre... Il y a une tradition d'accueil absolument indispensable. Bien sûr, mais il faut néanmoins identifier les personnes parce qu'elles ne ressortent pas du même parcours selon les catégories que j'ai indiquées tout à l'heure. Et en particulier, le cas précis de ce qu'on appelle les Dublinés. Oui. Il faut revoir Dublin parce qu'il faut qu'un migrant il puisse éventuellement faire ses démarches dans le pays de son choix et pas forcément au pays aux frontières de l'Europe. Mais une fois qu'un dossier a été instruit dans un pays, que la personne est déboutée, on ne peut pas imaginer un instant que ces personnes-là fassent le tour d'Europe en relançant des dossiers d'asile dans chacun des pays. Il y a 300 000 personnes qui ont été déboutées en Allemagne. L'Allemagne, qu'on dit si généreuse, a débouté 300 000 personnes. On ne peut pas considérer que ces 300 000 vont refaire des dossiers. Est-ce que le centre d'hébergement pour sans-abri, c'est le lieu où on doit régler ces questions-là? Sans doute pas, mais les gens doivent être identifiés. Oui, c'est ça, donc on est d'accord. Ils doivent être identifiés pour que le parcours soit le plus adapté. Donc on est d'accord, le centre d'hébergement est un lieu d'inconditionnalité de l'accueil. Et on ne peut pas... Ça n'empêche pas. Non, mais on doit avoir... Arrêtons notre politique gesticulatoire, essayons de le faire. Mais en tout cas, on doit accueillir de manière digne et humaine tout. Il nous reste une minute d'émission, alors on va s'arrêter sur les migrants juste avant de conclure. Dans le journal du dimanche, il y a 3 semaines, Manuel Valls déclarait ceci, je vous propose de regarder avec moi: le point d'équilibre de la majorité est au centre-gauche, alors que celui de l'exécutif est au centre-droit. Le risque de désaccord vient de là, expliquait l'ancien Premier ministre. D'accord, pas d'accord? Non, pas du tout d'accord. La politique qui est menée est celle d'Emmanuel Macron. Comme au mandat précédent, ça n'a jamais été ni la politique de Jean-Marc Ayrault, ni celle de Manuel Valls. Ça a toujours été celle de François Hollande, y compris l'inflexion. La politique qui est menée, l'ensemble des mesures dont on a parlé, sont toutes les mesures. Il n'y a pas une différence entre les deux. Vous la sentez, cette différence entre les deux? Je dis pas qu'il n'y a pas de différence. C'est analysé juste. Le gouvernement est plus à droite et la majorité un peu plus à gauche? Actuellement, forcément, mais la politique, ce n'est pas les 6 mois qui viennent de s'écouler. On va voir et il y a la marge pour le rétablissement. On suivra bien sûr tout ça de près. Merci d'avoir accepté de répondre à ces questions et de débattre en direct ce matin. Et à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, le point sur l'actualité régionale avec Emmanuel Pinsonneau. Et puis la partie nationale de Dimanche en politique, Francis Letellier reçoit le bourguignon Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Et puis sachez que cette émission s'interrompt quelques semaines pour laisser place aux Jeux Olympiques. Et on suivra les sportifs de notre région. Bon dimanche.